d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux, aussi enthousiastes. Et avant de commencer, je voudrais remercier les grands voisins de nous avoir permis de faire cet événement exceptionnel qui vient en aide aux Kurdes qui vivent l'enfer en ce moment, comme vous le savez, en Turquie, en particulier, pas uniquement. Mais on voit beaucoup d'images d'Alep, mais il se passe des horreurs actuellement en Turquie où des populations ont perdu leur logement, leur vie, enfin tout. Ils sont dans le dénuement le plus absolu. Et cette soirée leur est dédiée, ainsi que les autres Kurdes dans d'autres parties du Moyen-Orient, en particulier en Syrie. Mais bon, là, on a un projet pour venir les aider financièrement directement. Mais pour expliquer cette situation kurde tellement complexe, nous avons invité Engin Soustam, ici présent, dont le livre vient de paraître, une lecture absolument indispensable, Art et subalternité kurde, essentielle, qui est paru chez l'Harmattan récemment. Et pour ceux qui veulent en entendre encore demain, mon séminaire à Paris 8, regardez sur la page Facebook Genre et conflit armé, vous êtes les bienvenus. Voilà, un petit mot sur l'organisation de cet événement. C'est notre association qui s'appelle Women in War, qui est associée avec une autre association humanitaire qui s'appelle FemAid, qui récolte l'argent qui ira directement donc aux populations concernées. Nous allions l'engagement politique, les problèmes de genre et une aide directe. Et donc, Engin va parler, déroulement de la soirée dans l'ordre. Engin va parler pendant à peu près 20-25 minutes. On a le temps pour quelques questions. Ensuite, on a un concert d'un musicien absolument extraordinaire. Enfin, vous le verrez, il déjà est en train de répéter. Et puis, nous avons un buffet kurde qui a été donné par un restaurateur, Ella, de Strasbourg-Saint-Denis, et des petites mains fidèles qui ont ajouté. Vous êtes invités à vous sustenter, parce que tout l'argent qu'on récolte là, c'est pour la bonne cause. À propos d'argent, Marie, est-ce que tu peux montrer la boîte que tu tiens dans tes blanches mains finlandaises? Voilà, hop, voilà, vous voyez la boîte. Là, vous pouvez mettre des donations. Il y en aura une autre qui se promènera, et je referai à peu près le même discours tout à l'heure, avant le concert. Merci beaucoup, je passe la parole à Semra. Semra et moi, on va être obligés de s'absenter au milieu, mais on reviendra parce qu'il faut qu'on voit la suite. Alors, Carole, tu as juste oublié de préciser une partie de la soirée, c'est l'exposition de Mariam. Donc, après la présentation d'Engin et vos questions, c'est l'exposition de Mariam Ashrafi, qui, vous verrez, a des photos magnifiques de ce qui se passe là-bas, pour vous aider à comprendre. Et c'est effectivement accompagné d'une performance faite par Christina. Et puis, Mariam Ashrafi, il faut regarder ses photos. Elle a un site, c'est sans doute la photographe qui a fait les photos les plus extraordinaires de Kobané et des combattantes kurdes. Elle a contribué le travail le plus important. On a de la chance de la voir ce soir. Elle est ici entre deux voyages. Mes excuses, on ne va pas parler. Voilà, maintenant en kurde. تم بخير هاتني شاب عم قالك كيف خوشن قم بهذرنا إيشا وكون زانن دولة تركي ديسا دست بكريا قال ما الكردستاني دترومك نخوش ديا ام دخوازن إيشا بشقات شتكي بچوچك جيبه عاريكاريا كي بدن دستك كي بدن يعني ونش بدن إيشا جبورة وكارول جوارا قوت أمي بخوا هرنا كردستاني جبوغو أمي زينن بما مشلو كارن ويداري آري قالي كردستاني بكن زاروكنا يعني مكتبكي يعني نخوش خانكي أمي ميزينن وباشي أمي جوارا بشينن وبيجن يعني متشاوا شتيغو إيشا بمدى هفدو تشلوغ هاوي داري وجبوت شهاتا يعني مني زانبن جانك سباس وزيد جامي كوبد مع أنجين أوي Donc je disais, ce que je viens de dire en kurde, c'est grosso modo ce que vous a dit Carole tout à l'heure en français. Donc je disais juste, l'argent récolté
on s'engage à l'apporter directement auprès des populations kurdes. On n'a pas encore choisi pour le moment, hein, on verra comment et via quel biais on peut aider la population là-bas, soit une école, soit des familles, soit un hôpital, je ne sais pas, un dentiste, enfin, des soins dont les populations sur place ont besoin. Et bien qu'on est bien conscient hein, que c'est petit ce soir et que, au vu de l'immensité de la situation, c'est peu de choses, c'est une petite goutte d'eau, mais on pense qu'il faut quand même, à notre niveau, essayer de contribuer, et une petite goutte plus une autre petite goutte, peut-être qu'on arrivera à maintenir la flamme en vie. Voilà. Merci encore d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup déjà pour cette soirée de solidarité qui est vraiment une étape très importante pour les Kurdes qui sont sortis d'un bombardement de la guerre au Kurdistan Turquie et ailleurs aussi qui est la guerre en Syrie et en Irak qui continue soit contre Daesh, contre les djihadistes et soit contre les États coloniaux au Moyen-Orient. Donc moi je suis un des signants des universitaires pour la paix. Il y a à peu près 6 à 7 mois que moi j'ai parti en fait de Turquie, je suis licencié à MLAC en Turquie, par des raisons qu'on a signé une pétition contre le gouvernement de guerre. Et du coup, vous avez tous entendu parler, je pense, toutes et tous entendu parler que, donc à peu près 1200 universitaires académiciens qui sont menacés par le discours patriarcal du gouvernement d'Erdogan. Et donc moi, j'ai dû partir, je suis invité par l'Université de Genève, l'école des études, etc., qui j'étais maître de conférence en sociologie dans une université à Istanbul. Et donc, moi, je travaillais sur l'insurrection kurde, la production artistique de l'espace kurde et aussi la violence et contre-violence exactement au Moyen-Orient. Autour de la violence et contre-violence qui constitue exactement une domination géopolitique, selon moi, par l'État coloniaux au Moyen-Orient qui ont désir exactement de continuer une guerre agressive ou une politique agressive contre tous les côtés des peuples au Moyen-Orient. Ils ont compris les Kurdes, les Arméniens, les Alévis, il y a aussi les sociétés d'opposants, il y a aussi la gauche, il y a aussi les minorités comme LGBTI, les femmes, les enfants, etc. Donc, moi je vais parler exactement, recourser plutôt certains discours sur le conflit politique qui se trouve actuellement en Turquie. La première chose, la domination gouvernementale entre la guerre et la paix au Kurdistan en Turquie. Il y a aussi l'insurrection kurde, ce qui s'est passé depuis l'été 2015 au Kurdistan en Turquie. Donc la Turquie, actuelle, comme vous savez, la suite, qui présente exactement toutes les caractéristiques d'une crise multisectorale du pouvoir disciplinaire. Et enfin, on ne connaît pas du tout la suite qui arrive exactement en Turquie, en fait, dans ce stade-là. Comme l'actualité que vous avez entendu parler, je pense que le commerce de Diyarbakir, la ville, le capital culturel des Kurdes, symboliquement, politiquement, le capital culturel des Kurdes, Diyarbakir. Donc les commerces de Diyarbakir sont détenus par la police turque il y a 2 jours. Et donc sont en prison actuellement. Il y a un procès qui a commencé contre les commerces. Donc le système est totalement basé en fait en Turquie depuis à peu près certains temps. Moi je parlais, il y a certains amalgames et éléments qui constituent exactement cette politique agressive d'un côté, de l'autre côté très hystérique, typiquement patriarcale aussi, qui est issu exactement de ce gouvernement d'AKP, d'Erdogan, qui a une image pro-islamo-fasciste. Donc finalement, cette politique, d'un côté, une pratique autoritaire et totalitaire, et de l'autre côté, une pratique hostile contre l'avancement et l'émancipation des Kurdes et de tous les opposants en Turquie, soit au Moyen-Orient. Et c'est pour ça que la Turquie actuelle... On t'entend pas bien au fond. Un plus fort. Ok. Bon, voilà, on voit au Moyen-Orient
un pays comme la Turquie qui est basé actuellement sur un nouveau système de néo-totalitarisme qui est critiqué par exemple pour les nazis, pour les autres pays comme stalinisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les acteurs du pouvoir en Turquie, l'hégémonie éthique est construite par Erdogan et son parti AKP et ses entourages, sur certains qui pensent que leur propre carrière politique et leurs intérêts territoriaux, socio-économiques et capitalistes en Turquie. Et c'est pour cela que peut-être qu'ils ont, après la résistance de Gezi, ils ont mis exactement cette politique agressive que je dis tout le temps. Donc dans ce contexte-là, l'état répressif de la Turquie ne prend pas le pays par surprise, qu'on connaît la suite toujours en Turquie, qui a un héritage qui vient exactement depuis la fondation de la République turque. Donc, du kémalisme, on est arrivé exactement à un stade du kémalisme nationaliste, un nationalisme islamo-xénophobe. Donc, voilà, dans ce contexte, je vais continuer plutôt à parler, je vais essayer de recurser plutôt très vite. Donc, dans cette vision colonialiste de Turquie, le gouvernement d'Erdogan a une ambition d'ajouter la partie du Kurdistan actuellement, d'Irak, le Kurdistan Sud, sur la carte de la Turquie qu'il a déclarée en fait devant les quotidiens. Donc c'est celle de Mossoul et Kirkuk. Il a aussi, en fait, le caractère d'Erdogan, il a aussi en fait une ambition d'intervenir contre la révolution du Rojava en Syrie. Et c'est pourquoi que l'armée turque, il est pénétré dans tous les côtés du Kurdistan Sud et de l'Ouest, Rojava et Bachur. Donc en effet, depuis, moi je date exactement ce qui se passe actuellement en Turquie, depuis la victoire de HDP, le Parti démocratique des peuples, qui a eu une immense de vote, qui est passé exactement un barrage symbolique en fait de la Turquie actuelle, qui a pris 14% de vote pendant l'élection législative en Turquie, le 7 juin 2015. Alors, cette victoire a totalement dérivé le gouvernement d'Erdogan avec la sorte de la résistance de Gezi, qui, je pense. Donc, la violence étatique a totalement commencé à cibler les Kurdes depuis cette victoire de 7 juin de l'été passé. Et les Kurdes se trouvaient dans une position plus radicale que le mouvement kurde qui a déclaré la résistance des barricades fossées, on dit Hendek en turc. Donc une nouvelle sorte d'insurrection kurde, on dit en kurde Serhaldan. Une nouvelle sorte de Serhaldan qui se trouve exactement au Kurdistan Turquie actuel, qui ça continue encore. Enfin, c'est pourquoi peut-être que on dirait qu'en raison de la visibilité émancipatrice des Kurdes de tous les côtés au Moyen-Orient, du Kurdistan Syrie, du Kurdistan d'Irak, de Turquie et ailleurs, avec solidarité de la gauche, des opposants de tous les pays au Moyen-Orient, a totalement changé et dévié la politique de certains pays, et la politique du gouvernement d'AKP ou de certains pays comme la Syrie et l'Irak aussi. Donc, alors il s'agit exactement d'un contrôle gouvernemental en Turquie qui a pris la décision de devenir une seule autorité politique au sol dans une approche de pan-turquisme islamisé, cette fois-ci, au lieu de kémalisme. Ceci est une pratique d'un État répressif qui reste toujours sur la ligne de crime et génocide. Depuis 1915, la génocide arménien, on connaît exactement cet héritage, cette pratique, qui base exactement les jeunes turcs, les kémalistes, tout ça, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est les Kurdes qui sont ciblés, ou les autres minoritaires comme les Alevis, les Arméniens, toujours, les non-musulmans sont toujours, et cette fois-ci, les LGBT et les femmes aussi qui sont ciblés par le gouvernement dans ce système de crime ou dans ce système génocidaire. Est-ce que tu peux te mettre debout? Parce qu'on ne te voit pas, au fond, on n'entend qu'une voix. Est-ce que ça te dérangerait d'être debout? Debout. Ouais, Vous voulez me voir là? Oui, non, parce qu'on te voit. Est-ce que c'est compliqué pour toi? C'est compliqué pour moi. Ce serait mieux comme ça. Non, Est-ce que vous êtes, ça va? Les gens du fond te voient. En fait, il faudrait que tu mettes
Exactement. Il faudrait mettre leur. Je veux qu'on mette un. Ok, très bien. Toi, tu as besoin de ça. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ah, vous avez envie de me voir. Très bien. Celui-là, là. Attends. Là-bas. Bah, il y a certaines choses, nous sommes pris un peu de... Comment un télécapitaliste qui parle exactement en face de fou, c'est rigolo un peu de parler comme ça. Bon, c'est typiquement libéral, avec exactement ce système de conférence pas fait pour moi. Mais... Donc, finalement, moi je vais continuer, je vais essayer vraiment de raccourcir un peu de mon discours, que j'aime parler, je suis un type bavard déjà, que je parle trop. Non, mais j'aimerais bien qu'on discute plutôt à propos, à l'entour des questions. Ça serait mieux pour moi de discuter. Et donc, il y a plusieurs amalgames en fait qui combinent exactement ce que j'ai dit tout à l'heure là-dessus. Cette politique au style de guerre, avant ou après le 7 juin 2015. Donc, selon moi, il y a certains effets qui mettent en place de déclenchement de notre guerre, qui ont signé exactement cette pétition, les universitaires pour la paix, contre ce discours agressif du gouvernement qui déclenche cette guerre au Kurdistan ou ailleurs aussi. Donc, c'est la première chose, j'ai dit tout à l'heure, la résistance de Gezi déconstituant la politique des acteurs gouvernementaux et visualiser la crise des partages fragiles du pouvoir entre le mouvement de Gulen, qui sont ciblés aussi par le gouvernement actuel, et l'AKP, et fait sortir exactement la haine quotidienne contre les opposants, les vrais visages xénophobes du gouvernement contre les Kurdes, les Alevis, les Arméniens, les LGBTI et les femmes. La deuxième chose, c'est la corruption. Je pense que c'était 17 décembre 2014. Donc la corruption, la fraude et l'impunité légale devenue la pratique étatique du discours hégémonique en Turquie, qui nous laisse voir les intérêts sur le marché de la gentrification dans des grandes villes comme Istanbul, à Diyarbakir, et donc le désir islamique de ce totalitarisme du gouvernement s'arrêtait exactement sur une société d'enfermement. C'est un désir de faire devenir exactement la société comme une société d'enfermement. Donc, la troisième chose, j'ai dit tout à l'heure encore, la victoire des Kurdes et de l'HTP, de deux partis pro-kurdes et d'opposants, qui a pris exactement à peu près 14% de votes pendant les législatives nationales. Et donc, et le quatrième, encore la victoire des Kurdes au Rojava contre les djihadistes. C'est surtout la résistance de Kobane. Il y a aussi la déclaration de la révolution du Rojava qui a totalement changé la carte géopolitique et biopolitique du Moyen-Orient. Quatrième chose, l'insurrection urbaine. C'est la première fois qu'on voit exactement dans toutes les villes du Kurdistan en Turquie, l'insurrection urbaine kurde, qu'on dit en kurde, Sardana kurde. Donc, l'insurrection urbaine des Kurdes et la déclaration de l'autogestion kurde en Turquie a totalement dévié la politique du gouvernement qui a décidé de retourner à la guerre contre le mouvement kurde. La cinquième et la dernière chose importante, je pense que la perte de toute la politique étrangère intérieure du gouvernement et multiplier son discours agressif du conflit de la haine autour d'une création de l'ennemi toujours intérieur, extérieur, imaginaire. Donc, sont des Kurdes arméniens, Alevis, LGBT, femmes, les Grecs, tout ce que vous voulez, les Occidentaux, les gauches, toujours. Et cette fois-ci, les Kurdes encore toujours continuent, a fait exactement... c'est joli. Un obstacle, que c'est pourquoi que le gouvernement a arrêté totalement le processus de la paix, qu'on a trouvé dans un système de guerre, et de crimes et génocidaires. Donc l'AKP, d'un côté, c'est un gouvernement très capitaliste, qui a un intérêt néolibéral, mais de l'autre côté, c'est un gouvernement national islamique, qui reste sur la lecture salafiste, qui vient exactement des années 60-70 de l'Égypte, ces troupes. Donc il y a une lecture qui est interprétée par le gouvernement, turquisée plutôt, cette lecture islamique salafiste, à la façon du pan-turquisme. Et donc finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure,
dans tous les cas, en fait, la Turquie se trouvait dès le début dans un système sécuritaire dans lequel tout le monde peut devenir un prétendu ennemi du gouvernement. Comme l'ami du gouvernement, le mouvement de Gülen, qui est devenu tout de suite, il y a à peu près 3 mois, on a eu en fait un putsch raté ou manqué, un coup d'état militaire raté manqué, qui est supposé par le gouvernement, que le mouvement kurde, le mouvement de Gülen qui a réalisé exactement ce coup d'état. Et finalement, la Turquie se trouve du coup d'état militaire au coup d'état civil, que je dis, depuis le 7 juin 2015. Même avant, pendant l'élection nationale qui ont pu discuter, il y a une pratique, peut-être qu'il y a une nouvelle sorte de concept qu'on peut utiliser, un coup d'état civil qui combine exactement la Turquie actuelle, avec la loi, avec les chartes sociales, donc avec l'autorité qu'il applique exactement le gouvernement d'AKP. Mais on n'est pas toujours pessimiste, il y a la résistance. Donc, nous pouvons parler exactement de la résistance kurde, de la résistance des opposants, depuis la résistance de Gezi, de Rojava, qui a totalement changé aussi la carte de la Turquie. Chaque jour, il y a la résistance. Bon, il y a hier, aujourd'hui encore, à Diyarbakir, capitale culturelle du Kurdistan, Turquie, il y a une résistance contre l'intervention policière du gouvernement, qui continue encore, qu'ils ont coupé exactement l'Internet depuis hier, qui je pense, qui est revenu. Donc, une telle résistance urbaine en Turquie qui est prise, cette fois-ci, avec une déclaration, c'est l'autogestion kurde. Bon, les Kurdes ont demandé, avant le coup d'État déjà, ont demandé une autogestion émancipatrice pour les Kurdes, mais pour toute la société qui se trouve en Turquie, tous les peuples aussi, qui se désiraient exactement s'autogérer, eux, elles-mêmes, donc leur parti, leur territoire, leur système d'écologie sociale. Donc cette nouvelle sorte de servant kurde, l'insurrection kurde, elle se basait exactement contre la souveraineté raciale d'une Turquie actuelle. En effet, le mouvement kurde que vous connaissez très bien, le mouvement politique kurde a déclaré les zones de l'autogestion avec des barricades qui se trouvaient dans la ville de Kurdistan, Turquie, pendant qu'on traitait exactement, on analysait cette résistance comme la résistance du commune de Paris qui se trouve au Kurdistan, Turquie. Pendant 90 jours, ça dépend, en fait, chaque ville se disperse exactement sa résistance, son insurrection. Mais en total, à peu près 100 jours, dans tous les côtés du Kurdistan, il y avait une énormément résistance, ce qui a totalement dévasté la politique du gouvernement d'Erdogan. Et c'est pour cela que peut-être que le gouvernement d'Erdogan est devenu plus hostile qu'avant, plus agressif, plus masculin, qui utilise exactement un discours assez patriarcal, assez séparatiste, qui nous disait tout le temps, en fait, le gouvernement, que c'est les Kurdes qui étaient séparatistes. Cette fois-ci, c'est les gouvernements qui séparatisent. C'est parce qu'ils polarisent les sociétés plutôt, pardon, en Turquie. Et donc, je suis en train de terminer. Donc, la région kurde, le Kurdistan turc, on dit Bakur, c'est-à-dire le nord du Kurdistan, est devenu un espace de soulèvement de cette résistance urbanisée contre tous les dispositifs de l'État, que l'État suit une nouvelle stratégie avec l'instauration de zones prioritaires de sécurité dans toutes les villes de Kurdistan Turquie. Donc, finalement, il y a une nouvelle génération. Moi, je fais partie exactement à la génération 90. C'est la première sorte du mouvement kurde qui, à l'époque, moi, j'étais aussi dans la branche du mouvement kurde, en tant que plutôt anarchiste du côté, qui ont discuté tout le temps avec nos camarades à l'époque. Mais finalement, la nouvelle génération sont plus fortes que moi je dis tout le temps, l'ancienne génération. Donc, ils ont déjà, il y a plusieurs aspects politiques qu'ils interprètent, analysent. Déjà, c'est une insurrection qu'elle interprète exactement cette génération.
c'est une nouvelle sorte de révolte transnationalisée. Se trouve dans le local, mais du coup, ça part à l'échelle mondiale, cette résistance, cette révolte. Ce qui se passe exactement pendant la nuit début à Paris, c'est ce qui se passe pendant l'occupation de Tahrir, de l'espace de Tahrir, donc ce qui se passait pendant la résistance de Gezi à Istanbul ou ailleurs, et ce qui se passe encore au Brésil, le mouvement sans terre, ou à Athènes, le mouvement anarcho-marxiste ou écologie sociale, ou LGBT, le mouvement LGBT féministe. Donc finalement se trouve, selon moi, dans cette insurrection, dans cette lecture de cette insurrection kurde. Donc voilà, on a finalement d'un côté un instrument de violence qui essaie de constituer avec son autoritarisme la Turquie actuelle, avant et après le putsch, le coup d'État militaire, qui est devenu, j'ai dit tout à l'heure, le coup d'État civil. Et puis de l'autre côté, il y a une sorte de résistance qui utilise la contre-violence. Cette fois-ci, la violence, cette contre-violence constitue plutôt la violence étatique et masculine dans toutes les zones de la résistance. Voilà, je vais arrêter ici. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a... Excuse-moi, je suis la dernière personne à qui demander, je ne sais pas. Ouais. Bon, on va commencer par des questions en attendant que quelqu'un arrive. Des commentaires? Non, les questions ne sont pas obligatoires. Oui. Est-ce que, si ça ne vous dérange pas de vous présenter en même temps, levez-vous et posez votre question, parce que sinon on ne va pas l'entendre. Je m'appelle Yaya, je suis lycéen. Et je voulais savoir, est-ce que cette autogestion, en ce moment, elle est pratiquée et dans quel... Au Kurdistan turc ou au Rojava? Lequel? Il y a deux côtés en fait. Il y a deux pratiques en fait dans deux côtés. C'est la première déjà côté du Kurdistan Turquie est totalement dévastée par l'armée turque. C'est la vision d'Abdullah Öcalan sur le confédéralisme démocratique. Ah, ok, c'est le Rojava. Le Rojava, d'accord. Donc déjà, après la révolution, si je ne me trompe pas la date, depuis 2012, la révolution du Rojava a déclaré avec une constitution d'écologie sociale qui pratique exactement cette autogestion, un confédéralisme démocratique qui disait le mouvement kurde et son leader, Abdullah Öcalan. Donc il pratique dans tous les côtés, il essaie. Bon, il y a d'un côté en fait une guerre qui continue exactement contre les djihadistes, tous les pays dominants qui se trouvent exactement dans cette guerre avec leurs intérêts, la Russie, la Turquie, les États-Unis, même la Syrie. Bon, Bachar el-Assad, c'est un dictateur finalement. Donc, et aussi de l'autre côté, en fait, voilà. Et par rapport exactement à cette situation de guerre, les gens, les acteurs de la révolution, ils n'arrêtent pas, ils ne cessent pas en fait de pratiquer exactement leur objection politique. Moi, je dis par exemple une révolution moléculaire. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, c'est un terme qui vient exactement des années 60-70, de Félix Guattari et Gilles Deleuze qui utilisaient exactement ce terme. Donc, c'est parce qu'il y a plusieurs sortes dispersées de cette révolution qui se trouve au Rojava. Et donc, ce n'est pas une révolution qui est pratiquée par les marxistes en Soviet, ce n'est pas une révolution qui est pratiquée par les maoïstes en Chine, ni au Cuba, mais c'est une révolution qui exactement nous donne la permission de relecture la nouvelle situation du monde, du capitalisme intégré. Ils disent, on a certains alliés, oui, avec les États-Unis et les Américains, avec les Occidentaux, parfois avec les Russes, mais là, on n'oublie jamais qu'on a anticapitaliste. C'est qui disaient exactement les acteurs de la révolution. Donc finalement, il y a une guerre contre les djihadistes qui continue toujours totalement détruire la région.
Et de l'autre côté, plusieurs intérêts pétroliers, marchandises, des pays gros capitalistes, y compris la France. Voilà, qui, entre-temps, la révolution est en marche. Je peux citer un exemple, parce que moi j'ai été au Rojava et j'ai vu. Allez-y, s'il vous plaît. Alors pour donner un exemple, avec mon camarade, nous sommes partis dans une ville qui s'appelle Tel Tamir, Ouais. entre Amouda et Assaké, c'est on a carrément la tête. Donc, nous sommes partis dans une ville qui s'appelle Tel Tamir. 3 semaines avant notre venue, il y a eu un triple attentat qui a détruit 3 rues du souk, l'hôpital. Ils ont commencé par l'hôpital, du reste pour pas qu'on puisse relier le décès, Daesh. Et une partie du souk industriel. Et donc on était un jour, on était avec les IPG, et ils nous disent un jour, venez, il faut qu'on vous montre quelque chose. Et on arrive dans un parc, puisque l'endroit où se réunissait le peuple avait été détruit aussi. Et là, il y avait toutes les familles des victimes. Alors, entre parenthèses, arabes, kurdes, musulmans, chrétiens, et ainsi de suite. Tous ensemble. Et il y avait deux représentants du... Enfin, il y avait le TEPDEV. Le TEPDEV, c'est le mouvement démocratique. C'est une institut qui essaie de... Ouais. C'est l'exécutif, si vous voulez. Ouais. Et alors, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et bien, ils nous ont dit, c'est ça. Les gens se sont constitués en assemblée, donc en groupement. Comme tout groupement, on est obligé d'écouter ce qu'ils disent, parce que c'est le peuple. Et ils étaient là pour décider comment reconstruire tout ce qui avait été détruit. Est-ce qu'ils allaient faire un parc, est-ce qu'ils allaient faire un mémorial, l'hôpital, où c'est qu'ils allaient reconstruire, ainsi de suite. Et je sais, s'il y avait besoin de 3 bulldozers, de grues, c'est le peuple qui choisissait, qui disait, et le gouvernement, enfin, les représentants du gouvernement, ne faisaient qu'entériner ce que décidait la population locale. Et je sais depuis, donc ça fait à peu près un an, qu'une bonne partie des décisions qui ont été prises ce jour-là devant nous ont été tenues, ont été faites. Voilà. C'est juste... Je veux remercier, non, c'est plus important en fait. Ouais. Voilà. Ben, on est allé... Donc, il y avait un groupe que vous avez entendu parler, un groupe d'étudiants d'opposants qui sont essayés pendant le 20 juillet 2015, encore l'été dernier, qui est totalement, c'est le déclenchement de la guerre qui a commencé. Un groupe d'étudiants, à peu près 100 étudiants kurdes, turcs, socialistes, marxistes, anarchistes, qui veulent exactement rejoindre à Kobane pour reconstruire de certains bâtiments, des endroits pour les enfants, en fait, des parcs, tout ça, qu'on a eu exactement le 20 juillet un attentat de suicide de Daesh, allié avec l'armée turque aussi. Donc finalement, il y a à peu près, je pense, que 30-35 étudiants qui sont... 34 étudiants, y compris en fait mon étudiant, Murat Yurtkut, qui est mort aussi, qui ont été là-bas aussi. Donc voilà, depuis ce temps-là, toutes les choses sur un désir de faire la guerre contre les Kurdes a commencé. Moi, je me disais que c'est plutôt, je pense que la révolution du Rojava qui a totalement dévié toute la politique du gouvernement d'AKP qui a changé, qui a arrêté le processus de la paix. Donc, c'est parce que le projet de la révolution du Rojava donne déjà une nouvelle, un nouveau regard ce qui se passe exactement au Moyen-Orient, dans le monde. Bon, il y a partout en fait, il y a partout des problèmes, comme le problème des migrants ici en Europe, la crise du capitalisme qui essaie de toujours reconstituer l'espace et la politique ici. Et donc finalement, on se trouve tout le monde, hein, pas que les gens du Moyen-Orient, de Turquie ou ailleurs. Bon, on est tous dans le même bateau, en fait, je pense que dans le même bateau qui fait diriger par les grandes sociétés capitalistes. Et finalement, voilà, la révolution du Rojava, sa constitution, sa déclaration donne un espoir, je pense, non? Un espoir au peuple, surtout au Moyen-Orient, et aussi un espoir pour tout le monde, je pense. Voilà.
Je voudrais simplement ajouter une petite chose, enfin tu l'as déjà dit, mais il faut voir que le Rojava, qui peut être comparé au Chiapas, au Mexique, constitue la seule alternative laïque, multiculturelle, tout ce que vous voulez, anti-sectaire au Moyen-Orient. Et c'est malheureusement bien pour cela que c'est en train d'être écrasé de tous les côtés. Bon, Naz, tu voulais dire quelque chose? Oui, Laïque, mais pas jacobin, hein, il ne faut pas oublier. Non. Il Voilà. critique totalement la Révolution française. Oui. Je voulais dire, tu disais que ce qui se passe à Rojava, Aussi Naz qui est distant, qui participe à cet événement. le projet politique de Rojava est très très similaire du projet politique de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, comme ça fonctionne par commission, comité, etc., aussi thématique, la ZAD, et le fonctionnement horizontal comme au Rojava, et ben, ils se sont connectés. Rojava a fait un appel, un peu, c'était une bouteille lancée sur le monde, il doit bien avoir d'autres endroits où il y a ce genre de projet. Nous avons déclaré notre autonomie, déclarez votre autonomie, même si c'est symbolique. Et la ZAD a eu vent de cet appel-là, donc a répondu en déclarant l'autonomie. Et ils se sont connectés maintenant, il y a des échanges, etc. C'est vraiment des... je dis mon avis, mais c'est vraiment l'avenir, en fait. La seule solution, pas que pour le Moyen-Orient. Je pense qu'il y a une seule alternative, alternative au monde actuellement. Bon, finalement, selon moi, en fait, le système de faire la révolution, bon, par rapport à la façon, ce qu'on a fait pendant le XXe siècle, hein, dans certains pays, est fini, selon moi. Cette sorte de faire la révolution est finie. C'est pour ça que j'ai dit la révolution moléculaire. Il y a plusieurs sortes. C'est pas les marxistes, le prolétariat qui fait, mais tout le monde, les femmes aussi. Donc, les gens comme les enfants LGBTI, les gens comme les Kurdes, les Arméniens, les Alevis, les Arabes, les Alevis, etc. Donc finalement, toutes les minorités de la société, des sociétés, pardon, qui essayent de faire une nouvelle forme de révolution qui donne au monde c'est pas perfectionner, c'est pas non, je trouve pas bien, pratiquer plutôt par tout le monde, hein, du monde. Ah, il y a une question là. Oui, c'est l'artiste qui a fait ces toiles merveilleuses, pas uniquement des toiles, qui va poser une question là. Elles ont été faites grâce au concours précieux de Aurore. Elles sont nées ici. Je saute du coco chameau. Monsieur, je suis nul concernant la politique du coin, mais vous avez parlé d'un mot de gestion interne, d'autonomie interne. Est-ce que le peuple kurde lui-même a un projet qui est défendu de rassembler tous les Kurdes dans un espace ensemble. Pays, ensemble. Est-ce que c'est une question qui est défendue internationalement? Qu'est-ce qui ressort de ce souhait du peuple kurde quant à l'autonomie vraiment effective? Mais déjà, en fait, il y a plusieurs politiques pratiques en fait, chez les Kurdes, que vous savez, dans chaque partie du Kurdistan, en Iran, en Irak, en Syrie, en Turquie. Donc, il y a la guerre de l'autre côté qui continue. Et finalement, la proposition qui est faite par les Kurdes de Syrie, c'était déjà une proposition des Kurdes de Turquie, qui essaient d'appliquer dans le processus de la paix en Turquie et aussi au Kurdistan en Turquie, en fait. Donc, ils ont pratiqué, par exemple, une politique d'écologie sociale qui a commencé depuis 2010. Il y a certaines villes qui ont construit, en fait, des solidarités d'écologie sociale pour les peuples, pour les pauvres, et essayer de communautariser, en fait, l'énergie, l'eau, et aussi les champs, les terres, en fait, au Kurdistan en Turquie. Et cette proposition et cette pratique est totalement empruntée, en fait, par la révolution du Rojava et donnée pour tout le monde. Mais pour, en fait, la révolution du Rojava, cette autogestion interne externe, par déjà une solidarité des peuples, de tous les peuples qui se trouvent au Moyen-Orient. Mais aussi
la solidarité des peuples kurdes qui est colonisé par 4 pays. Donc finalement, dans cette constitution, il y a une proposition anticoloniale qu'il ne faut jamais oublier en fait. Cette proposition anticoloniale, c'est le cas depuis les années 70 déjà, mais depuis du début du XXe siècle. Est-ce que j'ai bien répondu en fait à votre question? Je ne sais pas. Pour plus de précision, c'est très... est-ce qu'il y a une puissance étrangère bien nommée qui suit le peuple kurde pour réaliser cela? Ah non. Suivre, c'est un grand Suivre, mot. tu veux dire, par exemple les Américains, les Russes, les Européens suivent plutôt pour leur domination. D'accord. Ça c'est une autre chose. Ils ne suivent pas exactement, je pense, que la pratique de cette révolution. Ils suivent plutôt comment on peut dominer cette terre qu'ils ont déjà dominée en fait pendant la Première Guerre mondiale. Le Kurdistan, vous savez que la cause de la France et de l'Angleterre qui a partagé, a colonisé par 4 pays. C'est la France et l'Angleterre qui a décidé. Vous le voyez en fait de la carte de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran. Donc c'est comme avec un règle qu'on a fait en fait rectangulaire tout ça. Donc ils ont utilisé les symboles exactement du mathématique pour diviser le Kurdistan. Mais finalement, d'un côté, il faut dire qu'il y a une résistance bien sûr anticoloniale des Kurdes. C'est le cas toujours. Mais c'est une résistance qui ne reste pas, qui ne veut pas dire une pratique d'État-nation, mais une pratique plutôt d'être ensemble contre les pays qui ont partagé exactement le territoire. Parce qu'au Kurdistan, il n'y a pas que des Kurdes, il y a des Assyriaques qui vont dire Suryani, Kaldani, donc il y a des Arméniens, il y a des Alevis, il y a des Yézidis ou un Kurde, donc finalement de différentes minorités déjà, et finalement les Kurdes ont une ambition plutôt de créer peut-être une Kurdistan libre, mais pas exactement dans la pratique qu'il a montré déjà ces 4 pays coloniaux pendant des siècles. Donc finalement le grand chef, il n'y a pas d'un grand chef qui suit, je pense que cette révolution, c'est plutôt essayer de détruire. Nous avons une autre question là au fond, oui. Il faut parler fort, s'il te plaît. Je vais parler fort. J'ai une question. Moi, je reviens tout juste d'Istanbul, de Turquie. Là-bas, en fait, j'ai discuté avec pas mal de Turcs. C'est pas mal de gens, j'ai discuté avec pas mal de Turcs qui sont profondément racistes des Kurdes. Mais ils sont profondément racistes des Kurdes. Le truc, en fait, c'est qu'en gros, il y avait une stigmatisation en fait du Kurde terroriste, un peu comme on entend l'arabe terroriste. Derrière, en fait, il y avait une espèce de rejet des Kurdes. Derrière, en fait, c'est que je me pose la question, vous parlez d'un État, d'une nation kurde. Le truc, en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier, en fait, même si vous parlez d'humain, et d'humain, c'est bien, mais l'enjeu géopolitique, il est énorme sur cette région-là. Ça rend les choses vraiment compliquées. Mais c'est compliqué déjà. Mais en fait, c'est pourquoi les Kurdes n'arrivent pas à s'allier déjà entre eux. Ça, c'est le premier problème qu'il faut poser. Déjà, bon, je pense que déjà les Kurdes de la gauche qui proposent exactement cette révolution, ils essayent de ne pas tomber exactement dans le piège d'un État-nation qui combine, c'est plutôt expulse les autres sociétés en fait dans le Moyen-Orient. Donc on a la difficulté en fait, c'est ce que je voulais dire là-dessus. D'un côté en fait on essaie de vraiment combattre contre la xénophobie qui vient exactement d'un nationalisme turc, arabe et iranien ou perse, mais de l'autre côté une pratique des États coloniaux qui nous acceptent jamais en fait notre émancipation, notre liberté, et de l'autre côté encore, on essaie de vraiment faire notre liberté avec des autres peuples, y compris les Turcs, les Perses, les Arabes. C'est-à-dire que, bon, selon moi, en fait, en État-nation, aujourd'hui, ce ne sera pas en fait un bon cas, mais si vous me demandez, en fait, si on demande les Kurdes qui veulent exactement un État, moi, je ne serai pas contre, en fait, un État, entre guillemets. Bon, entre guillemets, on discute, en fait, cela, moi, je suis contre. Par moi-même, en fait, exactement, les États-nations. Les dernières créations d'États, on se voit bien ce que ça a donné. C'est ça qu'on demande exactement, confédéralisme démocratique, en fait.
qu'on dit que voilà, il faut totalement changer la Turquie, l'Iran, l'Irak, dans ce système-là qui est toujours en fait une pratique dictatoriale, une pratique répressive. Et donc finalement, on devrait sortir exactement de cette pratique répressive. On peut devenir plutôt dans un territoire de partage, de dialogue ensemble avec les autres peuples. Mais le problème en Turquie, dans d'autres pays, en fait, il y a un racisme, islamo-racisme qui vraiment essaie d'expulser tous les acteurs des sociétés en fait en Turquie déjà. Bah, en fait, la situation est compliquée. Parce qu'en fait, là-bas, en fait, je suis parti voir. Je suis parti dans une espèce de bar. En fait, là-bas, ils adorent ce qu'ils appellent le shir. C'est la poésie. Et, Shir. Le shir. Ouais, c'est ça. Et en gros, je suis parti dans nous appelle ça le spoken word de slam. Ouais. Et tout, en fait, ils adorent ça. Du coup, en fait, je suis parti dans ces cercles-là. J'ai rencontré des artistes qui m'ont dit que, en gros, depuis en fait l'instrumentalisation du coup d'État par l'armée, on dit au peuple, soulever le patriotisme du peuple, qui s'est petit à petit se transformé en nationalisme. Comme Énormément. et le truc, en fait, c'est en gros, à ce moment-là, on a des gens qui sont morts sous les tanks, mais on a derrière en fait une espèce de reconnaissance de pouvoir du dirigeant et une espèce de chasse aux sorcières en fait maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on a viré des gens un peu partout en fonction de là d'où ils venaient, donc les Kurdes, les Kurdes, il y a pas mal de gens en fait qui ont soi-disant fomenté cette fausse révolution, qui se sont éjectés de la société sans possibilité de travailler. De l'autre côté, en fait, on nourrit une espèce de racisme de l'autre et on stigmatise derrière en mettant en fait une espèce de bouc émissaire, le Kurde. Et du coup, en fait, Pas que les Kurdes, hein, les Syriens aussi, par exemple, les Syriens, Syriens, Iraniens, Arméniens, en fait, Afghaniens, tout ça, sont dans le même camp. En France, c'est dangereux, en fait, les gens qui sont virés pour rien, il y a une espèce de peur qui cristallise la société. Dans certaines régions, on a carrément arrêté toute activité économique en vue de créer une jeunesse derrière. Enfin, c'est un projet sur 30 ans, c'est machiavélique. Le truc, en fait, c'est que ce que moi je vois, en fait, c'est comment des gens en fait, qui vont vouloir une libération, comment, en créant un État qui serait tolérant, comment on peut en être sûr de ça? Moi, je ne suis pas sûr, en fait. 40 millions de Kurdes ne peuvent pas être à 1000% d'accord sur quelque chose tant qu'il n'y a pas encore d'État. C'est bien le problème. En fait, mais le nationalisme turc, pour revenir à ce que tu disais, est une chose très importante, institutionnalisée, perfectionnée depuis Atatürk. Et par exemple, les insultes, c'est... et comment Erdogan le reprend? Par exemple, la première insulte en général, même contre Gül, enfin, c'est traiter tout le monde d'arménien. Si on n'est pas ouvertement arménien, si on est kurde arménien, c'est vraiment, il faut dire, ça rappelle les années 30, le début de l'époque de Hitler, c'est la même façon. Ben, ça me rappelle déjà, par exemple, les années 33, on a une question à propos d'Arménie, troisième Reich, l'incendie en fait du Reichstag, oui. Reichstag, ça a été voilà, on peut comparer exactement le coup d'État en Turquie avec cette époque du nazisme qui ressemble trop. Entre 33 en fait et 45. La Turquie a une ambition exactement de rentrer dans la guerre totale contre tous les ennemis imaginaires, intérieurs ou extérieurs, n'importe. Bon, il y a 5-6 ans que Bachar el-Assad, il était meilleur ami d'Erdogan, il est devenu meilleur ennemi d'Erdogan. Ben voilà, il y a une politique très compliquée que tu n'arrives pas parfois à analyser. Moi, j'ai dit que voilà, la société est terminée. Il faut arrêter de parler des sciences sociales. Ouais, je comprends, mais c'est difficile de comprendre en fait. La différence entre le chiisme et le sunni chiite. La différence entre le truc, en fait, il paraît qu'en fait les Kurdes seraient en train de serait une espèce d'alliance, je crois que c'est une ou chiite, mais je ne sais pas en fait, je suis pas compliqué. Moi par exemple, moi je suis issu d'une société qui s'appelle Kurde Alevi, qui ça n'a rien à voir avec les Alevis arabes de la Syrie, de Bachar el-Assad. Donc on dit que la tête rouge, bon, ça vient du Kurdistan d'Iran en fait, Khorasan, qui est une lecture qui fait analyse, nous fait analyse, qu'on n'a pas musulman, mais non plus en fait on n'a pas loin de l'islam. Bon, déjà on ne pratique pas, on n'y va pas en fait à la mosquée, on ne pratique pas exactement tous les codes de l'islam. Donc les femmes
les hommes, les autres, avec les enfants tous, font prier ensemble, en fait, dans un endroit qui s'appelle Jam, c'est-à-dire l'ensemble. Voilà. Donc finalement, il y a plusieurs, en fait, comment on dit, quantités dans l'islam et en dehors de l'islam aussi, en fait, qui se trouvent actuellement au Moyen-Orient. Comme les Berbères qui habitent en Algérie, ils ne sont pas musulmans. Voilà. Il y a plusieurs sortes, en fait, qui est très compliqué. Par exemple, Daesh, le groupe extrême violente pour moi, Daesh, il utilise exactement une politique salafiste qui fait la lecture de l'Arabie Saoudite, quoi. Des années 60-70 de l'Égypte, les frères musulmans, qui sont radicalisés de cette lecture. Il faut voir la politisation de tout ça, parce qu'on ne va pas faire un cours sur la religion, il faut voir que le monde est en train de se diviser, enfin cette partie du monde, des sunnites salafistes d'un côté et des chiites de l'autre. Les sunnites soutenus par l'Ouest, l'Arabie Saoudite... Hein, je voulais juste dire, en fait, on n'est pas contre en fait, un islam. Ça, il faut pas comprendre en fait. On est contre un islam qui pratique le fascisme. Ça, c'est différent. Ça, il ne faut pas tomber en fait dans le piège. Moi, je ne suis pas contre en fait ni le voile ni d'autres choses. Ça, c'est une autre chose pour moi que moi j'ai défendu tout le temps en fait. Mes étudiants qui portaient exactement le voile. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'islamophobie. Ça, c'est une autre chose. Et donc, quand tard ou tôt, on tombe ici en Europe, hein, toujours contre l'islamophobie. Et finalement, mais là, de l'autre côté, en Turquie, il y a une domination islamique qui pratique exactement le fascisme. Là, on est contre. On est en face exactement, qu'on augmente exactement la voie de la résistance contre cet islam qui combine, qui essaye de contrôler toute la société non musulmane, c'est toutes les sociétés qui ne se considèrent pas en tant que musulmanes, qui sont sorties exactement de la culture musulmane. Il y a des athées en fait en Turquie, énormément, qui n'arrêtent pas de dire, par exemple, sur la carte d'identité turque, c'est marqué que moi je suis musulman. Moi je ne suis pas musulman, je ne suis pas croyant déjà. Mais ça ne m'intéresse pas, c'est ça que je dis. C'est qu'il est important, il faut bien... Quand vous êtes en Europe, moi je suis immigré ici par exemple. Entre guillemets, intellectuel, immigré, etc., etc. Exilé. Donc finalement je suis minoritaire ici, et je suis minoritaire aussi en Turquie. Je suis toujours minoritaire, c'est ça qui me dit. Il y avait une question c'est pour ça qu'on s'entend bien là. avec les femmes, avec les LGBT en fait. Merci pour l'ami d'arrivée. On est tous minoritaires. Alors j'ai une question pour vous, mais j'aimerais bien d'ajouter deux petits mots à ce qui vient de dire le... Arméno marseillais, pardon. Ok, italien aussi. Alors en fait, j'étais au Kurdistan turc avec ma femme, arménienne, en stop. Un accueil fantastique. Un peuple fantastique. On était à Gourbala, Zitaban et tout, 2 semaines avant la guerre. Donc c'était en juin-juillet. 2015. 2015, oui. Donc personnellement, je m'attendais à un Kurdistan et à une société très clivée où le turc est l'ennemi et où le kurde est l'ennemi. Or, je me suis trouvé à parler avec énormément de gens dont le mari ou la femme était turc ou kurde. Donc, on a fait le forum social de Mésopotamie 2010 déjà. Ah ben, voilà, mais, non, mais pour dire, c'est une question que je trouve assez importante et assez complexe. Alors, quelquefois, je demandais, par exemple, mais votre enfant, ça va être turc ou kurde? Alors, il y avait des Kurdes qui me répondaient, ah, mais non, il y a Kurdes, il y a Kurdes. Alors, moi, par exemple, je n'utilise pas l'identité. Je ne dis pas que je suis turc d'origine kurde, c'est ridicule. Tout ce que tu voulais dire, par exemple, moi, tu peux dire que moi voilà, je suis femme féministe. Moi, je suis kurde. Mais citoyenneté de la Turquie. Voilà. Moi, je dis que je viens d'Istanbul. J'aime Istanbul, par exemple. Moi, j'ai grandi à Istanbul. Et il y avait une conférence, en fait, que moi, je dis que moi, je suis kurde d'Istanbul. Il y avait un type qui m'a dit que comment ça n'existe pas. Ben, si, bien sûr que ça existe. J'ai dit qu'il y a des Turcs d'Istanbul, n'est-ce pas? Ça existe. Et finalement, il y a des Kurdes d'Istanbul, comme il y a des Arméniens, des Assyriens, des Grecs d'Istanbul. Ben, finalement, donc, ces plus grandes villes de l'espace kurde, c'est Istanbul. À peu près 5 millions de Kurdes qui se trouvent à Istanbul, sur 17 millions de population. Et donc, finalement, voilà, c'est une ville qui est vraiment gigantesque de population, qui porte plusieurs différentes couches sociales, politiques, qui crée exactement cette résistance des micro-identités plutôt. C'est pas une macro-identité, mais... Bon, voilà, par exemple, il y avait une interview en fait en Suisse, à Genève, avec Le Courrier,
Il m'a dit, vous êtes turc, d'origine kurde. Non, non, moi je suis kurde de Turquie en fait. Mais vous, comment ça en fait? C'est l'autogestion, c'est exactement ça. J'ai dit, bah écoutez, oui, vous avez appliqué exactement un système autogestionnaire en Suisse, mais vous êtes trop capitaliste. On n'est pas capitaliste, il faut différencier. Et donc finalement, le courrier en fait, c'est un quotidien. J'ai dit que moi je suis kurde de Turquie en fait. C'est ça qu'il faut le dire. Ou je suis arménien de Turquie, je suis alevi de Turquie, ou je suis voilà, un de gens de LGBT de Turquie, etc., etc. On n'est pas obligé de dire, comme la discussion qui se passe ici en France, français d'origine, c'est ridicule. Bon voilà, il faut demander les gens qui s'identifient eux-mêmes, elles-mêmes. C'est plutôt leur désir de s'identifier. C'est ça l'autogestion quand même. J'avais une question un peu plus pour politique, géopolitique en fait, et les rapports entre le gouvernement turc, notamment de Erdogan, et Barzani. Donc la région autonome d'Irak. L'amour. On n'entend pas trop parler les peshmerga, mais Barzani et Erdogan, je n'arrive pas à saisir quel type de rapport ambigu. C'est moi qui ai saisi. C'est ça, mais très ambigu quand même. Moi non plus, je ne sais pas trop en fait. Bon, il y a certains intérêts sûrs et certains, mais on ne sait pas très. Bon, j'ai pas envie de tomber dans la théorie du complot, mais il y a plusieurs intérêts finalement qui se trouvent en Turquie ou au Kurdistan. Parce que la pétrole. Pas que le pétrole, en fait, il y a plusieurs différents intérêts. À sa frontière quand même. Oui, vous savez qu'il y a une imagination de la Turquie qui reste toujours depuis l'Empire ottoman sur le Kurdistan du sud de l'Irak, je veux dire. Le Mossoul carte, ça va. Comme la carte de Daesh, qui l'Espagne devient exactement le territoire de l'islam. Voilà, encore une question. Juste une question en fait, je vous pose avec la Turquie d'Erdogan. Ils adorent en fait mélanger la religion avec tout en fait, la scolarité, l'hôpital. Et juste on veut dire en fait, 20% de la population a d'autres religions, soit athées, soit yézidis ou soit christianisme. Avec cette mentalité, la Turquie ne va pas se faire la guerre civile en fait. Un jour ou l'autre, elle va pas se déclarer. La guerre civile, elle va pas se déclarer. Si ça continue comme ça, oui. Je crois qu'on va. Il y a une pratique de guerre civile qui a déjà commencé au Kurdistan en Turquie. Le truc que je me dis, mais ça va généraliser. Ils commencent à mettre des cours de Coran, d'islam dans les écoles. Ouais. Je me dis, mais les autres, s'ils ont, comme dit, Demirtas, le président du HDP, il dit. Ici, il y a une fille à Lévi, elle fait quoi? Elle est obligée de suivre le cours, c'est ça? Il y a 20 millions à Lévi en Turquie. Oui, mais je veux dire, la Turquie, elle est laïque. Qui font des écoles de l'imam, les lycées de l'imamatique. Le truc qui sert complètement à rien, en fait. L'imamatique, je me pose la question, mais quel métier vous allez pratiquer après vos études? N'importe quoi. Je peux répondre? En fait, ils sont. J'ajouterais autre chose, ils sont en train, depuis un moment, de transformer totalement les écoles publiques en écoles imamatiques. À la base, c'était des écoles qui formaient les imams, d'accord? Maintenant, vous inscrivez votre gosse à l'école publique de votre quartier, parce que c'est les mêmes conditions géographiques comme ici. Et vous passez les vacances ou le week-end, vous amenez votre gosse, et ben l'école a changé de panneau, il est devenu imamatique. Donc, c'est énorme, quoi. Tout est lié, en fait, tu as raison. Dans chaque lycée, dans chaque mosquée, il y a des militants, partisans de l'AKP qui organisent, qui essayent de exactement contrôler les gens aussi. Des militants et partisans de l'AKP. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Soit vous quittez le quartier, vous avez un peu d'argent, vous cherchez désespérément un autre quartier ou encore l'école publique, etc. Ou vous avez un peu plus de sous, vous mettez votre enfant dans l'école publique. Privée, pardon. Privé. Et les écoles privées, c'est pas des imamatiques là-bas, c'est le contraire ici. Et voilà. Ou bien, vous n'avez pas d'autre choix, vous restez dans votre quartier, vous envoyez votre enfant dans cette école-là. Ça rejoint aussi dans des projets énormes, dans des grandes villes, notamment à Istanbul, comment on appelle ça, de recyclage urbain, recyclage urbain. Voilà, ils gentrifient des quartiers, des localités entièrement comme ça. Donc ça va vraiment loin. Et il y a des discours des ministres, etc., qui disent en gros, c'est que nous voulons un tel type de population, de jeunesse, et nous les formons de telle façon, de telle façon, de telle façon. On a ici des amis de Turquie qui connaissent très bien que
par exemple, Selim et toi, et les autres aussi, qui les générations qui se trouvent ici, qui ont déjà eu en fait le coup d'été 80, 12 septembre 1980. Je pense que l'histoire de la Turquie contemporaine a commencé exactement à dater depuis ce coup d'État, qui a devenu un pays très religieux et très droite, très totalitaire depuis le coup d'État 80, qui continue en fait tous les coups d'État civils, y compris ce coup d'État civil d'Erdogan ou d'AKP, qui complète exactement en fait ce système. Que depuis ces années-là, qu'on a, par exemple, moi, j'étais à l'école maternelle dans les années 80. Moi, je suis exactement d'une famille marxiste, kurde, qui a attaché au mouvement kurde à l'époque. Et vous imaginez qu'il y a une famille alévi qui ne croit pas déjà du tout ça. Et donc, moi, j'allais en fait à la mosquée. Voilà, ma famille craint que je s'ai perdu la tête. Mais finalement, moi, je comprends très bien en fait les gens qui ont rejoint exactement Daesh ou les autres mouvements de violence qui produisent exactement. C'est pas un truc qui essaie de convaincre les gens dans désespoir. En fait, il se trouve que les gens dans ces désespoirs. C'est voilà. Daniel. J'aimerais que tu poursuives un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a une vision ici trop facile qui consiste à chaque fois à dire que depuis Erdogan, ça va très mal. Je crois qu'il faudrait revenir sur ce qu'est la Turquie. Cet acte fondateur qui a été le génocide arménien, qui n'est pas un acte fondateur d'Atatürk, mais qui a été en fait fondateur d'une notion de... Il y a un peuple turc, alors qu'il y a des peuples en Turquie. Le S a été enlevé à partir de là. Et le kémalisme, c'est le fait qu'il n'y ait plus deux peuples au pluriel en Turquie. Même on voit aujourd'hui le kémalisme islamisé, Daniel. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Et l'islamisation, en fait, se surajoute à cette chose-là, effectivement. Mais on ne pourrait pas expliquer l'alliance de la carpe et du lapin entre l'ultranationalisme en Turquie et l'islam politique nationaliste en lui-même aussi, mais fasciste, quasiment. On ne pourrait pas expliquer cette alliance-là s'il n'y avait pas ce pont de l'unicité de la nation, de cette turcité imposée au peuple, etc. etc. J'aimerais que tu reviennes un petit peu là-dessus, parce que ça fait partie, je pense, on ne peut pas y échapper là. Je sais que c'est difficile de parler de Öcalan, parce que on voit son image partout, etc. Ça suffit comme ça, mais ça évite de parler du fond souvent. On a des amis qui pourraient parler. Voilà. Mais je pense que parler du fond chez Öcalan, c'est comprendre qu'il a fait cette analyse de la Turquie. Et qu'à partir de là, il est sorti du nationalisme quelque part, parce qu'il n'a pas voulu opposer un nationalisme kurde. Il n'a plus voulu opposer un nationalisme kurde, qui était une composante du marxisme-léninisme et de la guérilla auparavant. Il n'a plus voulu l'opposer de cette façon-là, y compris parce qu'il était amené à avoir des négociations pendant cette période des 3 ans. Il fallait proposer quelque chose à la Turquie. Et proposer quelque chose, ça voulait dire faire réfléchir tout un mouvement politique sur ces propositions-là. Et c'est pas la rencontre simplement de Öcalan avec l'anarchisme quelque part par la suite. Dès 1995, il abandonne cette idée de la nation, justement parce qu'il fait une analyse de la Turquie et de cette turcité imposée, qui fait qu'on ne peut pas continuer dans ce système d'État. Alors, je termine très vite. On raisonne, la France a exporté avec la baïonnette son idée de république, d'État, de nation, de peuple, d'identité entre parenthèses, et peuple sans S, on l'a exporté partout. C'est la Révolution française. C'est une grande gloire. On l'a exporté en colonisant des tas de gens, on l'a exporté en coupant toute cette région-là au couteau et à la règle à une certaine époque, etc. Et on en est très fiers. Et on continue à raisonner là-dedans, et on est incapable de comprendre que des peuples qui, eux, le subissent de plein fouet et subissent cette crise de l'État-nation de façon fantastique en Turquie, que ces peuples-là puissent dire il y en a pas le bol, basta. Il faut changer le système. Il faut changer de paradigme. Pas que la Turquie. Voilà. Et il n'y a pas que la Turquie, bien sûr. La Syrie est un exemple. La France, l'Europe aussi. Et la France et l'Europe, de fait, elle ne veut pas accepter qu'on leur envoie cette image d'échec. Bon, ce qui se passe ici, l'état d'urgence, ce n'est pas déjà une pratique démocratique. Il faut arrêter de dire que voilà, la France, par rapport à la Turquie, c'est différent quand même, l'état d'urgence. Non. Tous les états d'urgence sont une pratique disciplinaire de sécurité policière. Ça, il faut penser là-dessus. Donc finalement,
C'est pourquoi il y a certains théoriciens qui disent qu'on est sur la ligne de Troisième Guerre mondiale, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être on est sur la ligne exactement de cette Troisième Guerre mondiale, mais la Troisième Guerre mondiale ne se trouve pas exactement par rapport à la Deuxième et Première Guerre mondiale. Entre les États, ne se trouve pas exactement dans cette situation, mais plutôt entre les États, les combattants ou les gens qui résistent, ou entre les groupes, en fait, hein, entre les États et les groupes, voilà, de politiques sociaux. Donc finalement, il y a certains, bien sûr, de la gendarmerie locale de l'État-nation qui se trouve au Moyen-Orient, ici en Europe, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, qui sont tous supportés par les grandes marchandises, sociétés, entreprises mondialisées. Et finalement, ça, il ne faut jamais rater, qui se trouve dans l'intérêt faire une sorte politique au monde, en fait. Moi, ce que je disais tout le temps, soit la Turquie ou ailleurs, le capitalisme se trouve dans une crise totale, essayer de sortir avec ce discours de crise qui est produit par les capitalistes encore. Que finalement, quand on répète l'histoire, qu'on regarde la Première Guerre mondiale avant après, et on regarde la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque du nazisme, et après ce qui s'est passé entre les États-Unis et la Russie soviétique, et finalement, je pense qu'on a encore sur la même ligne, mais différent bien sûr par rapport à cela, déjà mondialisé. Comme le groupe de régime de dur que je disais, bon, c'est un groupe comme les djihadistes, Daesh, qui sont, leur pratique est transnationalisée. Ben aussi la résistance aussi est transnationalisée au monde. C'est pas que les Kurdes qui ont découvert exactement cela. Finalement, on a commencé dans les années 80, ben juste après la chute de Berlin, qu'on a commencé à découvrir qu'il y a une sorte de résistance contre tous les totalitarismes de la révolution, soit soviétique, soit maoïste, qu'on peut on peut se créer dans une nouvelle sorte de révolution, ou je ne sais pas, dans une nouvelle sorte d'insurrection qui pourrait exactement visualiser exactement les peuples cachés en fait, au-dessus du pouvoir, les dispositifs de pouvoir. Ben, c'est ça qui a changé, je pense, qu'Abdullah Öcalan plutôt. Moi, je me rappelle quand il a arrêté en Turquie en 1989. Bon, il y a une tradition chez les étudiants en Turquie, en fait. Si tu ne voles pas des livres en Turquie, tu n'es pas un bon étudiant. Moi, j'étais voleur de livres. J'ai volé à peu près 4000 livres. Hein. C'est pas qu'il y a un voleur de certains livres. Je pars exactement 4000 livres. Hein, je pars. Donc, j'aimerais bien écrire un truc, c'est de là. Donc, on a volé. Quand il est arrêté, en fait, il a mis en garde en prison. Donc, on avait à peu près 500 livres pour eux, genre. Les étudiants qui sont, c'est les étudiants kurdes. On a vraiment volé, on a visité toute la maison d'édition à Istanbul, c'est énorme. Je me rappelle, c'est dommage quand même. Donc, on avait les livres, on était envoyé en fait à la prison d'Imralı, donc 500 livres. Il y avait Wallenstein, Foucault, Deleuze, Moray Boutchin, Bakunin, Kropotkin, Lénine encore, il y a certaines choses. Donc, Negri, ceux qu'on a traduits en turc à l'époque, on a tous volés, on a envoyé aux gens. Enfin, c'est qu'on dit là maintenant, à cause de nous que Öcalan a totalement changé. À cause des valeurs qu'il a totalement changé les théories, mais heureusement. Bon, finalement, la pratique du socialisme réaliste est finie. Ça, il faut accepter après la chute de Berlin. Donc, cette pratique soviétique, staliniste ou d'autres est terminée. Finalement, on est arrivé vraiment dans une époque du capitalisme intégré, transnationalisé. Et là, comment on peut trouver exactement une résistance, une révolte qui peut répondre exactement sur le capitalisme intégré mondialisé. C'est ça qui est important, je pense, que la question, que les Kurdes essayent de pratiquer, essayent de répondre exactement à cette question. Quelqu'un qui n'a pas encore posé. Avant, on revient à toi. Une autre question ou des commentaires? Oui. Je m'appelle Maker, je suis d'origine kurde. Et juste en revenant à ce que vous venez de dire, par rapport au début à la révolution du Kurdistan de Syrie, à Rojava. Voilà, vous avez parlé du mouvement de résistance contre, on va dire, le capitalisme globalisé.
En fait, sur le terrain, on voit à ce moment-là qu'il y a un rapport qui se crée, on va dire, pour l'instant entre les Kurdes de Syrie, de la Rojava, et puis il y a on va dire, d'une manière ou d'une autre, une aide américaine. Les États-Unis soutiennent. Les Russes aussi. Les Russes aussi, voilà, les deux ils soutiennent parce que bon, ils ont de l'intérêt, bien évidemment. Donc, puis les Kurdes profitent de cette situation-là pour gagner du terrain, ce qui vient pour l'instant. Donc, mais plus tard, est-ce que, moi la crainte que j'ai, c'est plus tard. Là, pour l'instant, ça marche bien, mais est-ce que une fois que, on va dire, le projet des États-Unis sera abouti, ses objectifs au Moyen-Orient, est-ce qu'ils ne vont pas laisser abandonner c'est ça? Ben, c'est très compliqué la question en fait pour moi parce que moi je laisse toujours du temps à réfléchir en fait. C'est-à-dire que là, les préoccupations actuelles sont déjà contre les djihadistes, contre la guerre et aussi construire et sauver la révolution pour les gens du Rojava finalement. Donc je pense que pour l'avenir, moi je crains aussi qu'il y a plusieurs intérêts capitalistes des États-Unis, de la Russie et d'autres pays qui essaient de combiner exactement cette région aussi. Enfin, c'est ça qu'on a compris finalement. Mais là, les Kurdes essaient de jouer plutôt. Il y a vraiment un jeu hégémonique qui est vraiment très difficile entre plusieurs pays dominants. Bon, finalement, les Kurdes jouent actuellement sur la carte de sauver la révolution et sa pratique aussi. Mais de l'autre côté, en fait, il y a la guerre aussi au Kurdistan Sud, par exemple, actuellement à Mossoul, que le groupe, la Peshmerga, essaye d'expulser aussi les djihadistes en fait, de ce côté, à Kirkuk ou à Mossoul. Et finalement, une résistance entre les groupes politiques kurdes qui se trouvent aussi dans cette attaque de résistance en fait à Mossoul et à Kirkuk. Finalement, moi je dis qu'il faut laisser, je pense, que du temps pour réfléchir. Bon, on n'est pas en fait finalement tous très spécialistes en fait de l'avenir en fait d'une révolution ou perfectionnistes exactement d'une révolution. Donc il y a des fautes. Il y a des fautes aussi dans cette révolution, bien sûr. Il y a plusieurs choses qu'il faut critiquer là-dessus, finalement. Mais ni il faut idéaliser en fait une révolution, ni il faut tomber exactement ce qui va arriver dans l'avenir. En fait. Bon, c'est un discours aussi assez anti-impérialiste des années 60-70 qui, moi, je pense que c'est terminé en fait. Donc il y a plusieurs groupes de résistance qui se trouvent à Rojava, international, des groupes internationaux, qui, je pense qu'il faut plutôt poser ces gens-là qui participent exactement à cette résistance. Les gens internationaux qui faut poser exactement cette question, comment ils trouvent exactement cette, entre guillemets, aide américaine et russe, cet égarement qui aide vraiment les Kurdes et les autres peuples aussi dans le Moyen-Orient. Donc, quand on rappelle en fait l'histoire des États-Unis pendant l'occupation de l'Afghanistan, de l'Irak, comme l'occupation des Soviétiques en Afghanistan encore, les États-Unis ont créé exactement le groupe d'Al-Qaïda en fait, dans ces années-là. Et finalement, ce groupe est devenu un premier principal ennemi des États-Unis, des Américains, des Européens. Finalement, déjà, les djihadistes, selon moi, sont construits aussi, en fait, créés aussi, en fait, par certains intérêts des États-Unis, de la Russie et des autres pays. Et finalement, au début, en fait, les Américains et les Russes, non, les Américains plutôt les Européens, ils voulaient totalement rejeter, en fait, le système dictatorial de Bachar al-Assad. Donc, et pour moi, une intervention typiquement colonialiste occidentale qui a créé exactement cette guerre en Syrie. Et là, juste après, comme ils ont ramassé tous les djihadistes du monde en fait, dans ce territoire, et ce rassemblement djihadiste est devenu une menace
pour le pays et pour leur intérêt. Mais entre-temps, les Kurdes fait sortir exactement dans ces chaos une révolution. Une petite révolution vraiment qui se discute parmi les femmes, par les hommes, par les gens, d'autres, ouais, LGBT, etc. Donc vraiment, c'était votre question, pour moi c'est compliqué en fait. S'il vous plaît. Répondre. Mais il y a des gens qui... Je peux répondre parce que oui, s'il vous plaît. C'est exactement la question que j'ai posée à Salim Mouslim. Salim Mouslim, c'est le coprésident, puisque toute présidence est par deux au Japon, à n'importe quel niveau. Ouais, donc je lui ai posé cette question-là, et il m'a répondu, nous, toute aide est bonne à prendre, parce qu'on est en guerre, et on n'est pas en guerre contre n'importe qui, c'est Daesh d'abord. Ensuite, ça sera Damas peut-être. Bon. Si les Russes veulent nous aider, on prend. Si les Américains veulent nous aider, on prend. Tout en sachant très bien que du jour au lendemain, et c'est pas historiquement, ça serait pas la première fois qu'ils le font avec les Kurdes, qui nous tournent le dos, voire nous combattent. Ils font dans le pragmatisme. Donc c'est pas une question d'erreur ou quoi que ce soit. C'est tellement... Une politique pragmatiste. La situation est tellement dramatique que l'ennemi de mon ennemi, on prend pour ami s'il peut nous aider. Il ne faut pas oublier par exemple la résistance de Kobani, qui est le dernier jeu de Kobani qui était en train de tomber là, qui est le gouvernement turc qui disait que voilà, Kobani est en train de tomber, donc finalement il y avait une aide internationale qui est... même la dernière bataille de Manbij, la coalition, elle a quand même beaucoup aidé, parce que sur place c'était très très dur. Moi j'ai des témoignages de gens qui ont combattu là-bas, à Manbij. C'était un peu la bouche. Bon, il faut arrêter ici. Je pense qu'il faut continuer plutôt le concert. Danser, boire. Je sais pas. Il y a des questions? Oui. Moi, je voulais simplement rappeler l'enjeu financier de la soirée aussi. Il est double d'ailleurs. Ce qui se passe au Bakour en ce moment, c'est toute une population qui, à l'approche de l'hiver, va se retrouver dans une détresse absolue. Il y a un endroit comme Tchirnak, par exemple, où là, les gens sont sous les tentes et l'armée turque est en train d'évacuer les gens des tentes et de détruire les tentes. Donc, c'est l'objectif financier de cette soirée. Il n'est pas simplement humanitaire et humain comme ça en général. Il l'est, fondamentalement. Il est aussi de se dire que cette résistance-là, elle a ses limites à partir du moment où, humainement, elle n'est plus supportable. Et l'enjeu de cette soirée, c'est de recueillir un peu d'argent pour faire en sorte de venir en aide à ces populations, mais y compris, c'est une aide politique qu'on va leur apporter, parce que sentir une aide de l'extérieur et puis avoir quelque part la possibilité de survivre un petit peu mieux qu'on ne pourrait si on n'avait rien, c'est déjà une possibilité d'aider la résistance en tant que telle. Donc c'est une aide humanitaire et politique, et donc je rappelle, la soirée elle est destinée à ça. Non, c'est bon, il faut terminer. Je pense qu'il y a... Vous avez encore une question, ok? Oui. On peut discuter plus tard ensemble, il ne faut pas me poser tout le temps la question, je me trouve bizarre. Comment? Bon, on peut discuter ensemble plutôt, au lieu de questionner. Ouais. Non, là j'ai entendu un truc, je suis d'accord, je pense qu'il y a une gestion surréaliste, voire pas très catholique, de l'islam dans la région. Il est détourné et manipulé. Mais quand ici en France, et c'est ça ma question, je vois un film hollywoodien de BHL, Les Peshmerga, qui en fait présente les Kurdes aux Occidentaux comme le rempart du terrorisme. Est-ce que c'est ça le vrai rempart du terrorisme?